Bon, eh bien bonjour. Alors là, je sors d'un moment enthousiasmant parce que j'étais à la mission foncier. Alors qu'est-ce que c'est? Les missions, en fait, à côté des commissions et de tout ça, il y a des moments, il y a des missions d'information qui se lancent. Et donc là, il y avait un truc qui se lançait sur le foncier, donc l'usage des terres. Et je me suis lancé dedans. Pourquoi? D'abord parce que je me disais pour l'instant, ça faisait le prolongement des états généraux de l'alimentation sur lesquels je m'étais bien investi. Donc ça me faisait une espèce de début de spécialité alors qu'on jongle entre plein de trucs. En plus, dans mon cas, une spécialité inattendue parce qu'on m'attend, je pense, plus sur l'industrie. Et donc voilà. Et puis le deuxième truc, c'est que c'est Dominique Potier, donc, qui est un député socialiste, qui est plutôt lancé la mission. Et c'est quelqu'un que j'aime bien parce que voilà, il a de la bouteille et machin. Quand on bouffe au petit déjeuner, il ouvre un peu les arcanes de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Bon voilà, et donc c'est pareil, il guide un peu, quand même, je suis nouveau dans ce toll, et donc voilà. Et ce matin, il y avait trois intellectuels, hein, sociologues qui étaient conviés. Donc il y avait Bertrand Hervieux, Gérard, attends, j'ai noté les noms, Chouker et Yannick Sansébé. Et franchement, c'était génial. Alors juste le propos de Bertrand Hervieux, il nous a fait de l'histoire du foncier depuis Gambetta, puisque la Troisième République, Gambetta, il décide quoi? Il décide qu'il faut faire chausser aux paysans les sabots de la République. Pourquoi? Parce que l'explication de ce sociologue, c'est que il y a la menace évidemment royaliste qui est encore aux portes à ce moment-là de reprendre le pouvoir. On a de l'autre côté le mouvement ouvrier qui est regardé comme par les républicains comme une menace. Et donc pour ancrer la République, eh bien, il faut l'ancrer chez les paysans. Finalement, c'est déjà quelque chose qui s'était produit au moment de la Révolution française. Moi, tu sais que l'une de mes bibles, c'est l'histoire socialiste de la Révolution française par Jean Jaurès. Et il consacre mais vraiment des dizaines et des dizaines de pages, c'est très très impressionnant, à regarder territoire par territoire comment ont été réparties les terres, qui les a obtenues et tout ça. Et en fait, parce que si la Révolution française, elle tient et elle tient pendant 6 ans, c'est parce qu'il y a eu ça. C'est une forme de réforme agraire, mais et du coup, il y a eu un attachement de paysans, mais aussi d'une petite bourgeoisie à la Révolution française par l'attachement à la terre. C'est-à-dire qu'ils étaient condamnés à accompagner la Révolution française et jusqu'à la terreur, jusque tout ça, parce que si jamais il y avait le retour de la royauté, le retour des aristocrates, eh ben, ils perdaient les biens qu'ils avaient obtenus par ce biais-là. Donc ça a produit un attachement, et ce qui explique que la Révolution française a eu cette longévité-là. Bon voilà, donc on a eu un long développement historique sur l'histoire de la terre en France, jusqu'à nos jours, jusqu'à se poser des questions sur, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire. Le thème de la mission, à propos de la Terre, c'est protéger et partager. Protéger donc contre les menaces de bétonisation et partager parce qu'il ne faut pas que ça soit des gros qui aient des milliers d'hectares et puis que ce soit la mort de l'agriculture familiale. En gros, voilà la logique. Donc voilà, c'était un super moment. Je signale parce que c'est un lieu, l'Assemblée nationale, qui est assez vide intellectuellement. Des fois, j'ai l'impression de mourir du cerveau. Et donc, bah voilà. Donc, merci d'avoir fait entrer ces idées dans l'Assemblée. Et je vais essayer de retrouver notamment Bertrand Hervieux pour peut-être convenir d'un entretien qu'on pourrait publier. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Quand on est dans un lieu comme ça, il y a aussi la chance d'avoir des gens qui viennent vers vous. Voilà. Alors ensuite, la semaine dernière, la semaine dernière, c'était ma PPL. Ah tiens, mon rapport, il est où? Je crois qu'il est dans cette armoire. Ma proposition. Donc c'était mon rapport sur les troubles psychiques liés au travail. Je passe vite dessus, mais pour moi, ça a été une grande joie que de faire ça. Une joie parce que pendant un mois et demi, on a pu se coltiner un sujet avec des tas d'auditions. Une joie parce que on est allé à Rousset entendre les salariés de Lidl, qu'on a eu aussi Marine Janté par exemple de la CNAM, Patrick Légeron de psychiatre de l'Académie nationale de médecine. Donc croisement de plein de paroles différentes. Bon, c'était vraiment bien. De la joie parce que à l'intérieur de mon rapport, la phrase que j'ai entendue le plus pendant ce mois-là, c'est « ça n'est pas tout à fait dans les usages, monsieur Ruffin ». C'était les administrateurs qui me disaient ça. Ça n'est pas dans les usages. Super administrateur. Voilà. Et donc, entre autres, j'ai rendu un rapport qui normalement devait faire entre 10 et 15 pages et qui finalement fait, je crois, 90 pages.
parce que j'ai voulu faire entrer la parole des gens dans mon rapport, et donc je consacre, il y a des pages et des pages entières de discours directs, de gens qui ont subi du burn-out, une dépression liée au travail, et qui la racontent en détail. Et je suis très fier, moi, même si ça peut rester assez confidentiel, mais d'avoir fait entrer la parole du peuple dans un rapport de l'Assemblée nationale, comme ça, très en longueur. Et puis, dernière joie, c'est quand même... des fois, j'ai l'impression qu'on boxe pas vraiment à l'Assemblée. On envoie un coup, tu vois, une question au gouvernement, puis ils répondent, et puis c'est terminé. Et là, le plaisir d'être sur le ring et de pouvoir boxer un peu plus dans la durée, il renvoie un truc, mais boum boum, tu peux remettre des coups derrière. Et je pense qu'on a vu qu'on n'était pas mauvais, qu'on avait réussi. Il y a quelque temps, je posais la question de est-ce qu'on est apte à gouverner. En tout cas, je suis apte, je pense, maintenant, à mener une réforme voilà, sur le terrain de la santé, des troubles psychiques liés au travail. Et l'argumentation du gouvernement ou de la majorité, elle m'est apparue très faible comparée aux arguments que nous avions développés et aux mesures concrètes qu'on envisageait, y compris des mesures qui venaient du Parti Socialiste ou des Républicains. Donc ça, c'était un grand moment, pour moi, de joie. Voilà. Je suis pas mécontent d'être arrivé ici, ne serait-ce que pour cette raison-là. Bon, maintenant, à l'avenir, et cette semaine, le thème, c'est l'éducation pour l'essentiel. C'est-à-dire que là, on est une bagarre à Amiens, c'est Vincent qui l'amène, qui est mon assistant parlementaire avec Brigitte en local, mais qui mène une bagarre contre les fermetures de classes, sachant que la Somme est déjà un département qui est en déficit éducatif, c'est comme ça qu'ils causent, et qu'ils envisagent 63 suppressions de classes, plus 32 sous surveillance. Bon, là déjà, comme ça commence à bouger, ça a un peu diminué le nombre de suppressions de classes, mais enfin, on est dans ce contexte-là, et donc vendredi dernier, je faisais une rencontre au quartier Nord, chez Shams, le thème, on n'avait pas décidé, mais le thème qui a surgi quand même, qui m'a paru, c'est l'éducation et revenus. Et c'est pas seulement les ouvertures et fermetures de classe. De là est née l'idée d'une pétition qu'on est allé faire dès lundi matin, à 8h du matin, on était devant Marivaux parce qu'il y avait un papa qui disait c'est vraiment pas normal que mon école soit pas en ZEP. Et puis c'est pas normal non en REP. Et puis c'est pas normal non plus qu'on décide en plus de fermer une classe. Bon, mais c'est les stratégies d'évitement de ces gens dans les quartiers populaires pour que eux qui se soucient de l'éducation de leurs enfants, eh ben, ils évitent l'école publique ou ils évitent les écoles publiques de leur quartier. Et c'est une réalité. Tu vois, Shams, il me dit, moi, à 8-9 ans, mon père a découvert que ma soeur, elle ne connaissait pas cette table de multiplication. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la gamine, il a pris le gamin, il les a foutus dans le privé à la Sainte Famille. On a la même chose, le père qui est là, qui donc est venu faire la pétition devant l'école Marivaux, qui me dit mais moi quand ils seront au collège, c'est terminé, je les envoie pas dans le collège du quartier quoi. Il y avait une troisième personne, je sais plus quel était son raisonnement, mais c'était la même chose quoi. C'était donc voilà, on a là une difficulté qui est plus profonde que les seuls budgets ou les seules suppressions de postes. Mais il est évident que quand on supprime des postes dans des écoles comme ça, qui sont déjà mal notées en termes d'intuition par les parents du quartier, on ne fait qu'aggraver une difficulté. Donc voilà la bagarre. On a là, ce soir, je suis à Abbeville sur cette question-là. Je passe à Ailly-le-Clocher aussi, puisque les parents se mobilisent. Et mardi prochain, on fait une réunion publique à Amiens qui essaye de rassembler un peu tout le monde et pour voir un peu comment on peut lutter. Hier soir, par exemple, je vais vous donner un exemple de comment ça se passe concrètement dans l'hémicycle. En ce moment, c'est un projet de loi protection des données personnelles. Franchement, à la base, j'y connais rien du tout. En plus, tu sais que je ne sais même pas utiliser Facebook ni Twitter. Tu le fais pour moi. Donc, j'y connais rien du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas passé par ma commission, c'est passé par la commission des lois. Moi, je suis aux affaires économiques. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on tourne sur les bancs de l'hémicycle. Donc, j'y vais. Bon, j'y vais. On me remet... Qu'est-ce qu'on me remet? Des liasses de documents. Il y a un truc qui s'appelle le pré-jaune où on voit François sur sur tel amendement, Hugo sur tel amendement, et ainsi de suite. Bon, et on ne suit pas forcément ce qui a marqué. Et donc, on me dit, voilà, tu peux défendre l'amendement numéro 61.
Bon, alors je le retrouve avec ça. Donc il y a marqué amendement numéro 61, article additionnel. Après l'article 14, insérer l'article suivant. Après l'article 11 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 précité, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé. Article 11 bis. À titre expérimental, la Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce aussi la mission suivante. Elle exerce une mission de contrôle et d'inspection sur les algorithmes de traitement de données, en évaluant notamment la loyauté de ces algorithmes, ainsi de suite. Bon, je veux dire, moi qui débarque, j'y pige rien, quoi, dans le débat non plus. Après, il y a un exposé sommaire, quand même, c'est-à-dire que ça, c'est l'article, ce qu'on veut changer, mais on nous explique pourquoi. L'article prévoit un recours accru au profilage administratif et l'utilisation d'algorithmes par les autorités publiques. Bon, donc tu lis ça, et là, je commence à comprendre un petit peu, tu vois. Mais heureusement, de l'autre côté, nous, on est complètement à droite, finalement, de l'hémicycle. Juste à côté de nous, il y a les collaborateurs de tous les groupes. Donc, je fais signe à Arnaud, qui est notre collaborateur sur ces trucs-là, s'il peut descendre en bas, et on se retrouve au Salon de la Croix pour qu'il m'explique qu'est-ce que c'est le topo de ça. Parce qu'il va quand même falloir que j'aille le défendre ensuite. Donc c'est lui qui m'éclaire, et en fait c'est pas mal. Donc c'est comme ça qu'on se forme sur le tas. Qu'est-ce que c'est l'enjeu de ce truc-là? C'est que de grosso modo, la CAF par exemple, elle pourrait avoir des algorithmes automatiques pour faire ses contrôles. Et dans les algorithmes automatiques, il pourrait y avoir, on estime que les gens de banlieue, ils grugent plus, donc il faut qu'on aille contrôler dans notre algorithme davantage les gens de banlieue, tu vois, par exemple. Et donc, c'est de dire, la Commission nationale d'informatique et liberté, là, son objet, ça doit pouvoir avoir l'algorithme de la CAF pour pouvoir le critiquer. Tu comprends le truc, voire demander une condamnation, et ainsi de suite. Pareil pour, par exemple, des embauches qui dit dans l'État se ferait en fonction du lieu d'habitation, où on estime que cette ligne de RER là, elle circule pas bien, donc le mec va arriver plus souvent en retard, donc c'est inscrit dans l'algorithme. Non mais tout ça c'est possible, tu vois. Donc c'est pour que l'objet, c'est que la CNIL elle puisse aller contrôler ça. Donc tu interviens, puis tu vas. Mais moi, j'ai jamais été défendre un amendement que j'avais pas compris, pour l'instant, tu vois, ou en listant juste le papier, voire avec lequel j'étais pas d'accord. Bon bah là je suis d'accord, donc je vais le défendre. Après, tu entends les réponses de la rapporteure et de la ministre, et puis paf, tu fais une réponse à la réponse de la rapporteure et de la ministre. Voilà, je ne sais pas si c'était pour dire un peu concrètement comment ça se passe. Alors ça répond aussi à la question de l'absentéisme, parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'être 17 dans le groupe à ce moment-là pour défendre ces amendements-là. On est un certain nombre pour porter la voix, finalement, on est plus des porte-voix du travail des collaborateurs, ou des gens qui nous entourent. Les collaborateurs, là, ils ont beaucoup travaillé avec le livret numérique, je crois, il s'appelle, donc une branche de la France Insoumise qui s'occupe du numérique. Ils ont beaucoup travaillé avec eux pour voir qu'est-ce qu'on devrait modifier. Puis ça s'appuie aussi sur des rapports qui sont parus précédemment. Et finalement, nous, on est plus là en porte-voix, en expression dans l'hémicycle, d'un travail qui est effectué en amont que de notre propre pensée, parce que ma propre pensée sur les algorithmes, elle est vachement limitée quand même. Voilà, bon, c'était pour, je sais pas, le quotidien donc du hier soir jusqu'à minuit, parce que comme c'était le plan grand froid, on a évité 1h du matin, donc ça c'était bien. Bon voilà, alors ensuite, hier soir j'ai reçu les gens de, toujours lié au numérique on va dire, hier soir j'ai reçu les gens de Regard Citoyen, qui sont les gens qui font nosdéputés.net. On a eu une longue conversation sur les limites de l'évaluation par les chiffres de la réalité d'un travail parlementaire, parce que ça compte pour il y a un rapport. Si j'avais fait 5 pages vite fait, c'est la même chose que si je me casse la tête pendant 1 mois et demi sur mon rapport. Si je vais, contrairement aux usages, si je me déplace sur le terrain, si je fais tout ce boulot. Donc c'est vrai que, comme il y a déjà une obsession de l'évaluation, tu vois, le président de Rugy qui veut mettre des sanctions tous azimuts sur l'absentéisme, si t'es pas là au vote solennel, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, c'est pareil que c'est dans le règlement, faut pas que je dise ça, mais bon, c'est pas l'objet, c'est quelle est la réalité du travail qu'on fournit. Bon, et je suis pas toujours sûr que par ce biais d'évaluation, ça marche. Je les ai vus, on a enregistré l'entretien, franchement, c'est des gens super, qui, je veux dire, leur objectif, on a un objectif commun, c'est d'ouvrir l'Assemblée, de la faire respirer. Eux, ils me racontaient les premiers temps, en fait, ils sont venus sur l'Adopi, DAFSI, des trucs qui sont liés au numérique, quoi. Et les premiers temps où ils venaient observer les députés dans l'hémicycle, ils étaient grosso modo malvenus, parce que on est dans ce temps où l'Assemblée, elle est un peu repliée sur elle-même, elle est recroquevillée, alors que moi, je citais Jaurès d'ailleurs au départ,
dans l'histoire socialiste de la Révolution française, on voit une très belle chose. Pourquoi c'est un poumon de la Révolution, cette assemblée? Parce que elle aspire à elle. Les gens qui ont des revendications, ils vont pas seulement écouter dans la tribune en murmurant. Bon, mais ils sont portés à la tribune et ils peuvent parler devant les représentants du peuple. Ils sont portés là et les représentants du peuple, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de les écouter. Et c'est un poumon en sens inverse parce que les textes qui paraissent à l'époque, c'est comme nos Facebook. Puisque c'est le média de l'époque, c'est lettres, je sais plus comment ça s'appelle, le journal officiel, quoi, mais qui sont envoyés, c'est ces genres de circulaires que et aussi les Jacobins, ils envoient partout comme ça, mais c'est le média de l'époque, et donc c'est le poumon, ça aspire, ça rejette et ça envoie un souffle sur l'hexagone, quoi. Donc voilà. Et donc, Regard Citoyen, je considère que ils font partie des gens qui veulent redonner un souffle à cette assemblée, contrairement à certains qui voudraient juste que ça soit un lycée à surveiller avec un bon proviseur comme président, quoi. Bon, je termine sur le rugby quand même. Important. Défaite de l'équipe de France la semaine dernière, à la dernière seconde. Bon, je veux dire, l'équipe de France, si elle avait gagné, de toute façon, ça aurait été contre le cours du jeu. Parce qu'ils sont dominés quand même. Bon, mais pour parler presque sérieusement, donc j'ai donné un entretien, je sais plus le nom, France Télévisions, je sais plus, mais il y avait un spécialiste du rugby qui causait avant moi. Donc j'y vais lui parler et tout ça. Et il me dit, oui, j'ai entendu ce que vous avez raconté sur le rugby, c'est plutôt juste, c'est plutôt ça. Mais regardez, non mais franchement, les joueurs jouent 49 semaines sur 52. Comment vous voulez qu'ils soient en forme? Alors que les All Blacks, alors que les Australiens, alors que les Sud-Africains, avant d'arriver à une Coupe du Monde ou avant d'arriver à des tournées internationales, ils ont des semaines et des mois de repos devant eux pour se préparer à ça. Donc les nôtres, ils arrivent, ils ont plus de jus. Bon, moi je suis à France 2, je devrais pas vous le dire, mais alors, regardez, la Coupe d'Europe, c'est 7 semaines, quoi, qui sont prises comme ça avec les matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est nous qui retransmettons, mais ça pourrait quand même être la compétition à éliminer. Donc voilà, là, il dit quoi? Il dit que c'est les clubs qui surchargent, l'agenda des clubs est surchargé pour les rendre rentables, parce qu'ils sont des clubs hyper coûteux, parce que dans le rugby français, le pognon est allé du côté des clubs, et du coup, pour rendre ça rentable, il faut multiplier les matchs, il ne faut pas qu'il y ait de semaine vierge, et du coup, nos internationaux, ils arrivent complètement crevés sur le terrain. Je veux signaler autre chose. Alors, il y a le rugby, mais il y a autre chose. Il y a cette espèce de loi du silence, qui fait que, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein de domaines, comme les gens, ils ont un intérêt dans le système en place, il ne peut pas y avoir de réalité de la parole sur le système en place. C'est la fonction que je prétends avoir à l'intérieur de l'Assemblée, de pas avoir d'intérêt, de me faire d'illusions sur notre rôle à l'intérieur de l'Assemblée pour pouvoir, des fois, taper fort du poing sur la table. Mais quand, par exemple, là sur France 2, que vont pouvoir dire les journalistes alors qu'ils ont un intérêt qui est lié au système en place. Donc c'est pour ça que tout le monde sait aujourd'hui que le rugby français, il souffre de ce centre de gravité qui s'est déplacé à fond vers les clubs, et pourtant, tout le monde se tait. Voilà, c'était quand même un point important qu'il fallait signaler, et je sais que les auditeurs de ma page Facebook sont très attachés à mes analyses sportives. Surtout bientôt le Tour de France. Et oui, il y a le JO qui arrive, alors je vais pouvoir faire le curling. Bon, on arrête là? À la semaine prochaine ou à celle d'après. Hein. Bon, allez, salut, adé.